Tout à l'heure, vous disiez bien que ce n'était pas la science, mais les sciences, contrairement à Cédric Villani qui nous expliquait que ce n'était pas les mathématiques, mais la mathématique. Donc les sciences sont multiples. Il y a des méthodologies, avec sa part de sérendipité, évidemment, qui souvent changent les choses. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on va retrouver dans, je pense, toutes les sciences, c'est la valeur de l'observation. Que ce soit même dans les expériences de pensée, où on regarde peut-être les étoiles, ou évidemment, avec tous ces outils de mesure, je crois que le monde des sciences est un monde aussi de la mesure. Alors, de la mesure qui n'est pas forcément l'observation. C'est là que je vais relativiser ce que vous dites. C'est-à-dire que je pense que la science moderne, je parle de la physique, là, qui est devenue moderne au XVIIe siècle, c'est une physique qui prend acte du fait qu'il faut se méfier de l'observation. Que l'observation nous trompe et qu'il faut en passer par l'expérience. Et l'expérience, elle suit la théorisation qui permet de tenter de prédire ce qu'on va observer dans une expérience. Mais en fait, l'observation pure, elle nous trompe, la plupart du temps. Je me souviens, il y a quelques années, un sujet de bac pour les séries littéraires était « Observer suffit-il pour comprendre ?» Ben, la réponse est non. Il n'y a même pas besoin de faire 2 parties avec une synthèse. Non, ça devrait mériter 20 sur 20. Observer ne suffit pas pour comprendre. Je vous donne un exemple. Vous faites tomber des corps de masse différentes, des grosses pierres en même temps que des plumes. Ben, vous voyez bien que ces corps ne tombent pas à la même vitesse si vous les laissez tomber d'une certaine hauteur. Donc, quelle loi vous déduisez de l'observation? Ben, plus un corps est massif, plus il tombe vite. C'est exactement ce que dit Aristote dans son livre Le Traité du ciel. Plus un corps est massif, plus il tombe vite. Donc, c'est déjà bizarre quand on entend cet énoncé ou qu'on le lit, même si Aristote a fait autorité pendant des siècles. Mais regardez, ce qu'il nous dit, c'est que si vous prenez une pierre qui est 100 fois plus lourde qu'un caillou, elle va tomber 100 fois plus vite. Mais est-ce que vous avez déjà vu des objets qui tombent 100 fois plus vite que d'autres, dès lors qu'ils sont constitués d'une matière solide? Non. Donc déjà, c'est bizarre. Mais en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Galilée, qui a dit « Ouais, cette loi d'Aristote a l'air d'être conforme à l'observation. » Mais la question que je me pose, moi, Galilée, c'est pas de savoir si elle est conforme à l'observation, c'est de savoir si elle est vraie. Si elle est vraie. Et là, il commence à faire des expériences. Il fait tomber une pierre dans de la mélasse, et il voit qu'elle est plus vite freinée que s'il la fait tomber dans l'eau. Et s'il la fait tomber dans l'eau, elle est plus vite freinée que s'il la fait tomber dans l'air. D'où il extrapole. Qu'est-ce qui se passerait si le milieu dans lequel la pierre tombe n'avait pas de résistance? Et donc, il utilise le vide comme un milieu de pensée, que personne n'a jamais observé. C'est l'idée du vide. L'idée du vide comme milieu de pensée, un milieu sans résistance au mouvement. Mais à l'époque, personne ne croyait à l'existence du vide, au motif que les anciens avaient dit que la nature a horreur du vide. Donc il invente l'idée que le vide est un milieu de pensée. Et il a l'intuition géniale, étayée par aucune observation, qui est que les lois du mouvement dans le vide seraient beaucoup plus simples que dans le monde dans lequel nous sommes. Il montre que la vitesse de chute dans le vide est proportionnelle à la durée de la chute, et elle est la même pour tous les corps, quelle que soit leur masse. Un corps qui tombe depuis 3 secondes va 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Et comment est-ce qu'il peut démontrer ça, sachant qu'il ne peut pas faire le vide? Et c'est une loi mathématiquement très simple, c'est le début de la physique moderne. La vitesse de chute est proportionnelle à la durée de la chute. Comment est-ce qu'il va démontrer qu'Aristote a tort? Pas en faisant tomber des trucs du haut de la tour de Pise, qui auraient montré que les corps lourds touchent le sol avant les corps légers, donc aurait validé Aristote, d'une certaine façon. Non, ce qu'il va faire, c'est inventer une expérience de pensée correspondant à une situation qui va contredire nos observations. Donc l'observation, vous voyez, je la mets de côté. Alors, juste, c'est intéressant de rappeler l'expérience de pensée, qui met dans la bouche de Salviati, son porte-parole, dans son discours sur les 2 sciences nouvelles. Voilà, je prends une grosse pierre et une petite pierre. Que dit Aristote? Donc je suppose qu'il a raison. Que si je la laisse tomber d'une certaine hauteur, la grosse va tomber plus vite que la petite. Mais maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée, j'accroche la petite pierre à la grosse pierre par une ficelle qui les relie. Je laisse tomber l'ensemble. Que dit Aristote? Aristote dit l'ensemble est plus lourd que la grosse pierre, donc va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, la petite pierre
qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute, et donc freiner l'ensemble. Donc ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Contradiction que personne n'avait jamais vue par l'observation. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Donc la première loi physique contredit l'observation. Et ensuite, ça devient intéressant. Comment une loi qui contredit l'observation peut l'expliquer quand même? En disant que tous les corps tombent à la même vitesse sous l'effet de la gravitation, ce qui n'est pas ce qu'on voit, parce que nous voyons des objets qui tombent ailleurs que dans le vide. Et donc il y a d'autres forces qui se manifestent, la poussée d'Archimède, la résistance de l'air, qui elles sont responsables des différences de vitesse que nous voyons. Mais nous avions tort avec Aristote de faire porter à la gravitation ou sur la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Et bien, donc voilà, l'observation, prudence. Ah oui. Alors, justement, en vous écoutant parler des anciens et des modernes, considérant Galilée parmi les modernes, je pense aussi à la cosmogonie, qui est cette espèce de forme de science des mythes, qui est très intéressante à étudier, qui est fascinante, et puis la cosmologie, qui est là plus liée à la connaissance. J'ai presque envie de dire l'observation, je n'oserais plus le dire, mais en tout cas, ce sont deux mots qui se ressemblent, mais qui pourraient sembler s'opposer. Et ma question, c'est à quel moment les scientifiques sont tentés d'aller regarder ce que les mythes ont proposé, et les mythes évoluent-ils Ça, c'est une question fascinante qui réclame une grande réponse, que je n'ai pas le temps de faire sans doute. Mais je vais quand même donner quelques éléments. Vous parlez des cosmogonies. Alors, il y en a de multiples. Et toutes partent de l'idée d'un déjà là. Il y a quelque chose qui est déjà là. Il y a une sorte de starting block qui fait qu'à partir d'un milieu, d'une chose, d'une entité plus ou moins transcendantale, l'histoire commence. Ça peut être un œuf primitif, ça peut être un océan primordial, ça peut être le vide quantique, ça peut être un trou noir, ça peut être un dieu, ça peut être des dieux, ça peut être toutes sortes de choses. Et vous voyez que ces cosmogonies, dont on dit qu'elles racontent l'origine de l'univers, ne la racontent jamais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous dites une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Parce que, ou bien cette chose qui était là en amont de toutes les autres, a toujours été là. Ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc il n'y a pas de commencement de l'univers. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée, et ce n'est pas l'origine. Donc nommer l'origine, c'est la contredire. Okay? Oui, nommer l'origine, c'est envisager qu'il y a quelque chose avant. Voilà, exactement. Si on veut parler de l'origine de l'univers, il faut supposer qu'il est né à partir de rien. Donc l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Okay? Donc la question est de savoir si l'univers a une origine dans ce sens-là, et les scientifiques ne le savent pas, pour des raisons qu'on aura peut-être le temps. Donc est-ce que l'univers a une origine? C'est un mystère. Hein, ce n'est pas un problème pour l'instant. Alors, simplement un point important. Dans beaucoup de livres de cosmologie, non pas de cosmogonie, on dit il a fallu attendre le XXe siècle pour comprendre que l'univers a une histoire. C'est une phrase qui m'a toujours paru absurde, puisqu'il n'existe pas de cosmogonie qui raconte qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de cosmogonie qui raconte qu'il ne s'est jamais rien passé. Donc toutes les cosmogonies racontent une histoire de l'univers. Et même au XIXe siècle, des physiciens qui s'intéressent à la thermodynamique prévoient une mort thermique de l'univers. Donc ils racontent une histoire de l'univers. Donc on a toujours su que l'univers a une histoire. Le point important qui n'est jamais dit, c'est que quand un physicien du XXe siècle dit l'univers a une histoire, il ne dit pas la même chose qu'un physicien du XIXe siècle qui dit l'univers a une histoire, et encore moins une cosmogonie ancestrale qui raconte que l'univers a une histoire. Pourquoi? Parce que ce qui a changé entre les deux époques, c'est l'apparition en 1915 d'une nouvelle théorie de la gravitation, faite par Einstein, qui s'appelle la relativité générale, qui permet de considérer l'univers non pas comme l'enveloppe indéfinie qui contient les objets physiques, étoiles, galaxies, etc., mais comme un objet physique. En fait, c'est l'espace-temps. Et donc, quand on dit au XXe siècle l'univers a une histoire, on dit que c'est l'espace-temps qui a une histoire, et non pas les objets qui sont dedans. C'est là la révolution. Et ça, personne ne l'avait jamais dit.
D'ailleurs, ce qui m'a fait aussi des nœuds au cerveau en préparant, c'est l'idée que je vous l'ai entendu dire que pour finalement le Big Bang ou l'origine de l'univers, ça sous-entend que les lois de la physique sont déjà là. Or, les lois de la physique peuvent-elles précéder la création de l'univers? Absolument. C'est-à-dire qu'on a complètement changé notre façon de comprendre le Big Bang depuis les années 50, 1950, date à laquelle le mot est apparu. À l'époque, on décrit l'univers et son évolution grâce aux équations d'Einstein. On fait des calculs à rebrousse-temps, donc on fait dérouler le temps dans l'autre sens, et on arrive à une singularité, c'est-à-dire un univers observable, qui est ponctuel, il a une taille nulle, avec une température infinie et une densité infinie, auquel on peut associer un instant zéro. C'est ça qu'on appelait le Big Bang, qui est l'origine de tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, etc. Mais dans cette extrapolation mathématique, il y a un moment où on sait que les particules ne subissent pas que la gravitation, mais d'autres forces comme les forces nucléaires ou les forces électromagnétiques, et qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Mais il y a un moment qui apparaît où même si vos calculs sont mathématiquement justes, ils deviennent physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas tous les phénomènes physiques auxquels sont soumis les particules. Ce moment, on l'appelle le mur de Planck. C'est la limite de nos connaissances, en amont duquel nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'on tente de le savoir en unifiant la physique quantique qui décrit les trois autres forces nucléaires et électromagnétiques et la gravitation qui est décrite par les équations d'Einstein, quand on essaie de les mettre ensemble, quelle que soit la piste théorique qu'on choisit, l'instant zéro, qui était là dans les premiers modèles de Big Bang, passe un sale quart d'heure et on ne peut plus lui donner le même statut d'origine. D'accord ? Donc, on ne sait pas aujourd'hui dire si l'univers a une origine au sens radical du terme. Et comme vous le dites très bien, quand on parle de ces phases-là, on le fait à partir de lois physiques, ce qui suppose qu'elles étaient déjà présentes, et on parle de l'univers et de sa création éventuelle, comme si l'arsenal législatif qui allait présider à sa création et à son évolution était déjà là. Mais alors, si on définit Dieu comme étant le créateur de l'univers,